Bonjour, je sais. Bon, bonjour. Bon, je vais revenir d'abord sur les accompagnants pour enfants en situation de handicap. Accompagnantes surtout, on sait que c'est au moins aux 2 tiers, aux 3 quarts des femmes qui font ce métier. Je voudrais revenir simplement sur la difficulté à rendre visible une France invisible. C'est notre boulot à Fakir depuis maintenant 2 décennies. Comment on fait pour parler des contrats emploi solidarité? Comment on fait pour parler d'un accident du travail? Comment on fait pour parler de l'intérim? Comment on fait pour parler de l'hôpital psychiatrique? Comment on fait pour en parler de nous? Mais comment on fait pour en faire parler, pour que ça devienne un problème social, un problème politique? Et là, on voit toute la difficulté avec les accompagnantes. On a pu avoir le sentiment qu'on réussissait à mettre ce dossier sur la table. Et c'est vrai. Mais il faut voir les limites du truc. Moi, après ce qu'on a appelé mon coup de gueule, tu sais, j'en ai marre qu'on appelle coup de gueule, coup de colère, coup de com, coup de machin, comme si on n'était que des trucs sanguins, passionnés, irrationnels, et que la raison, c'était pour les modérés et les centristes. Non, je l'ai fait, j'ai tenu ce propos-là avec vigueur dans l'hémicycle, avec toute ma raison, et avec après une semaine de réflexion sur les mots que j'emploierais. Mais ce qui m'a marqué, c'est malgré tout ça, l'invisibilité encore des accompagnants et des accompagnantes. C'est-à-dire, bon, moi j'ai refusé de me parler dans les médias, je suis juste allé faire Bourdin après, mais qui était prévu parce que je voulais discuter de Sanofi, en plus c'était même pas pour ça, mais c'est réduit à une querelle entre les grands, entre guillemets, si maintenant je le considère comme un grand, mais entre les politiques, tu vois, entre Pradier, Ruffin, Blanquer, Cluzel, voilà, on se bat. Et finalement, la bagarre politique, elle éclipse complètement quelle est la réalité de la situation des accompagnants et des accompagnantes. Moi, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit Assia, par exemple, qui soit invitée du 8h20 de France Inter ou chez Bourdin ou sur Europe 1. Et on voit que, voilà, c'est la vie des grands qui continue à expliquer la vie des gens, même quand on se bagarre pour ça. Comme si il y avait que les querelles entre les dieux de l'Olympe qui importaient plutôt que ce qui se passe en bas. Alors, du coup, tu vois, par exemple, moi, j'ai refusé tous les sujets sur le name and shame. Il y a France 2 qui est venu me voir, il y a TF1 qui est venu me voir, il y a Le Monde qui est venu me voir pour me demander, bon bah alors voilà, on va faire un papier sur le name and shame, on voudrait vous interroger là-dessus. J'ai dit, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les accompagnants et les accompagnantes. Là, on ramène ça à la com, à la politique, alors que la question aujourd'hui, ça devrait être, comment on fait pour vivre avec 700 € par mois? Comment on fait pour s'occuper d'un gamin quand on n'a pas reçu de formation et qu'on se retrouve avec un môme qui souffre d'autisme? Comment on fait pour canaliser un gosse violent alors qu'on a reçu 0 heure de cours là-dessus? Enfin voilà, c'est ça la question. Ça devrait être ça les questions. Mais les questions, c'est pas ça. C'est Ruffin, Blanquer. Est-ce que c'est bien de donner le nom des députés qui ont voté la motion de rejet préalable? Dire le truc le plus public, quand tu es député et que tu votes, tu dois t'attendre à ce que quand même être mis devant la responsabilité de ton vote. Donc j'ai refusé tous ces trucs-là parce que mon objectif, moi, c'est qu'on parle des accompagnants et des accompagnantes et qu'on leur laisse une place, qu'elles aient une voix, qu'elles aient un visage, que voilà, qu'elles parlent. On voit que c'était hyper compliqué même là-dedans. Alors quand même, j'ai entendu, il y en a une qui a été invitée au téléphone sonne, et puis en local, il y a eu quand même dans la presse locale, il y a eu pas mal de portraits d'AESH. Là, hier ou ce matin, Assia, elle a été invitée sur France Bleu Picardie, mais on voit la force qu'il faut mettre pour rendre visible cette France invisible. C'est notre combat, mais on voit que ça va pas, quoi. Il y a une espèce de plafond de verre qui fait que les faire rentrer dans les médias, les faire rentrer dans le débat public, eh ben, il faut péter ce plafond de verre et voilà, c'est compliqué. Alors après, il y a eu un papier assez flatteur de l'opinion qui disait répondre à une colère de François Ruffin, mode d'emploi, puis ils se demandaient tous, alors qu'est-ce qu'il va aller faire? Des communiqués de presse, des interventions dans les médias, des tribunes dans le JDD, des vidéos calibrées pour les réseaux sociaux, tu vois, c'est la grande gamberge à En Marche pour savoir comment on fait pour répondre notamment à ce propos. Mais, je veux dire, la difficulté pour eux, c'est pas de répondre à une colère de François Ruffin, c'est d'affronter la réalité, c'est d'affronter la vérité. Et la vérité, on peut pas faire du Blanquer avec il y a des postes disponibles pour en accompagnant à 1350 € par mois et il y a plein de temps plein. Non, ça n'existe pas. Et à un moment, tu vois, c'est le déni de réalité. Ce qui pourra leur faire le plus mal, c'est simplement le surgissement du réel dans cette vie abstraite
de propos politiques, de trucs, d'idées vagues, floues, de textes de loi, simplement la voix du Nassia. C'est ce qui peut leur faire le plus mal, parce que il y a un tel fossé entre ce que tu entends dans l'hémicycle, tu as l'impression d'être dans un truc complètement virtuel, et ce que tu peux constater bien souvent chez les gens, quoi. Voilà, votre problème avec un numéro vert, il est résolu en 24 heures. Bah non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Donc de constater ce fossé en permanence, c'est ça qui peut leur faire mal. C'est pas la colère de François Ruffin. Je suis juste là pour mettre en lumière cet écart. Bon, voilà. Alors nous, on a poursuivi le boulot à l'Assemblée. On a reçu, c'était quand? Mercredi midi, il me semble. Tout un groupe, donc la CGT, AESH, France Insoumise AESH, mais aussi des profs qui s'occupent des AESH et puis des groupes d'action AESH. On a reçu tout ça à l'Assemblée nationale pour continuer à travailler là-dessus, à voir comment on amenderait, vers quoi on irait, parce qu'il ne faut pas croire que ça soit très clair pour moi. Il y a plein de choses sur lesquelles je me saisis du dossier, enfin depuis le mois de juin, mais c'est pas net. Donc on évolue. Par exemple, sur la question du périscolaire, je vais donner un exemple pour dire qu'on n'est pas bloqué, on avance. Sur la question du périscolaire, moi je trouvais, je vais le dire franchement, plutôt naturel que les accompagnants pour enfants en situation de handicap s'occupent des gamins aussi à la cantine, voire au centre après l'école. Tu vois, je me disais déjà, ça aura un avantage, c'est que ça fera un temps un peu plus complet, donc on arrivera vers un salaire plus complet. Et puis, il y a une cohérence, il s'occupe du gamin autant qu'il s'en occupe pendant toute la journée. Et les arguments que j'ai entendus de la part d'accompagnants à ce moment-là, qui disent « Oui, mais le gamin, à un moment, il en a peut-être marre qu'il y ait quelqu'un qui soit sur son dos en permanence, que ça soit toujours le même, que ça soit celui qui lui fasse faire ses devoirs, qui se retrouve à la cantine avec lui ou à faire du sport le soir avec lui. Peut-être qu'à un moment, le gamin, voilà, il faut le lâcher. » Tu vois, et c'est un argument que j'entends. Donc, peut-être, voilà, juste pour dire que on avance sur cette question-là et que par ailleurs, nous, il s'agit toujours de voir les métiers du tendre dans leur ensemble. Donc les accompagnants pour enfants en situation de handicap, mais aussi les auxiliaires de vie sociale qui s'occupent des personnes âgées, les assistantes maternelles pour les bébés, les ATSEM dans les écoles maternelles, et puis aussi peut-être les animateurs périscolaires. On a là un champ qui est un champ immense. Qui est un champ immense, qui est un combat à la fois féministe, parce que à 85% c'est occupé par des femmes, et qui est, je crois, un combat écologiste, parce que on vient faire comprendre que le progrès dans la société, il ne naîtra pas du téléphone 16G, mais de davantage de relations, davantage de liens entre les gens. Donc voilà, je pense que voilà, donc on regarde les métiers du tendre dans leur ensemble.